De lien social, c'est le concept des premières journées Courbouillon organisées à Grasse. 2 jours d'échange autour de recettes de grand-mère et de plats innovants qui rapprochent les générations. Et avant de développer ces titres, cette information en provenance d'Algérie, où l'armée dit avoir identifié les 5 hommes qui ont assassiné Hervé Gourdel. Les militaires ont localisé et détruit l'abri du groupuscule terroriste dans le désert. On fait le point avec Denise Delahaye. Sur ces photos publiées par la presse algérienne, le campement où Hervé Gourdel aurait été exécuté. Il se situe sur le massif d'Urjoura, dans le nord de l'Algérie. L'endroit aurait servi d'abri à un groupe terroriste. L'armée algérienne l'a entièrement détruit. Elle déclare avoir trouvé sur place des obus de mortier et un téléphone portable, avec à l'intérieur des photos d'islamistes armés. Ces éléments laisseraient penser que les djihadistes ont quitté les lieux précipitamment. Les 5 islamistes impliqués dans la mort du guide français auraient été identifiés. L'auteur présumé de l'égorgement, Abdelmalek Ghouri, est un vétéran des groupes islamistes armés des années 90. L'Algérie continue de mobiliser d'importants moyens en Kabylie. Près de 1000 soldats poursuivent leurs recherches dans le massif du Djurdjoura. Le corps d'Hervé Gourdel n'a toujours pas été retrouvé. Et une marche en hommage au guide de haute montagne est prévue ce dimanche dans le Mercantour à partir du Beaurayon. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en déplacement à Toulon sur la base navale cet après-midi, s'est exprimé sur les avancées de l'armée algérienne. On l'écoute. Nous avons une très bonne collaboration avec les autorités algériennes sur ce drame, y compris d'ailleurs au moment où cela s'est passé. Malheureusement, l'ultimatum était tellement court que leur intervention ne pouvait pas être couronnée de succès. La coopération est tout à fait transparente et je pense qu'on aboutira à l'identification et des assassins et j'espère au retour du corps. Donc, mais vous n'en savez pas plus à l'heure où nous parlons? Je n'ai rien à dire de plus. Jean-Yves Le Drian cet après-midi à Toulon. Je vous parlais en titre de cette nouvelle journée de grève à la SNCF, 3e journée depuis dimanche. Les conducteurs de train sont en fait appelés à cesser le travail un jour sur 2. Aujourd'hui sur l'axe les arcs Vintimille, un train sur 3 circule, un train sur 4 entre Nice et Tende. Le trafic des grandes lignes est normal. Le mouvement des cheminots en PACA sera reconduit dimanche et il commence à excéder certains usagers. On voit le reportage d'Hugues Nicolas et Éric Jacquet en gare. Un train bondé qu'il ne fallait pas manquer. Depuis dimanche dernier, c'est le 3e jour de grève, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les usagers qui devaient s'armer de patience ce matin. Ce matin, le train que je devais prendre, il a été annulé 5 minutes avant. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est des gens pas professionnels, on ne peut rien y faire. Ça va faire environ un peu moins d'1 heure. Voilà. Et le prochain train prévu à quelle heure? Peut-être que c'est celui-ci. Peut-être. Un mouvement très suivi, 75% de grévistes aujourd'hui. Les négociations piétinent et le mouvement s'enlise. La principale revendication porte sur le manque d'effectifs de conducteurs de train. On se rend compte que les journées augmentent, qu'on fait de plus en plus de kilomètres, qu'on a des découchés qui sont des périodes de découchés qui sont de plus en plus réduites. Donc des conditions qui font qu'à un moment, on devient limite plus sécuritaire, quoi. Dans un communiqué, la direction de la SNCF dénonce une grève inacceptable et stipule que 60 nouveaux conducteurs vont être mis en place sur la région, soit 2 fois plus que le nombre de départs à la retraite, des chiffres que les syndicats contestent. Il y a certes 60 embauches de prévues, mais il y a 72 départs à la retraite. Ça fait un différentiel de moins 12. Aujourd'hui, on a déjà un sous-effectif conséquent dans les Alpes-Maritimes. La direction, quant à elle, affirme avoir fait son maximum pour rassurer le personnel. On s'est engagé à couvrir ces départs en retraite largement. Voilà. Et on s'est surtout engagé à se revoir en janvier pour refaire le point sur l'emploi. Donc l'emploi sur la Côte d'Azur n'est pas en danger, les départs seront couverts et c'est là qu'on ne comprend plus le mouvement, quoi. Le conflit est parti pour se durcir. Ce matin, les syndicats ont voté la reconduction de la grève pour dimanche prochain. Une journée d'action est même envisagée dans les prochains jours. Et pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet de la SNCF ou appeler le numéro qui s'affiche pour le trafic spécifique des TER. Vous vous souvenez sans doute de ce visage, celui de Milena, 13 ans. Nous l'avions diffusé sur notre antenne il y a 10 jours au moment de la mobilisation dans le Var pour tenter de retrouver cette jeune fugueuse. Elle est originaire de Saône-et-Loire et avait été vue dans les trains dans la région de Toulon. Suite à cette mobilisation pour la retrouver, Milena est rentrée au domicile de son père. C'est ce qu'annonce la page Facebook qui avait été créée.
Les chiffres proviennent de Pôle emploi. À Toulon, 1 demandeur d'emploi sur 5 ne rechercherait pas activement un travail. Ce chiffre, c'est le résultat des contrôles effectués depuis 2013 par une équipe spécialement mise en place en région PACA. Selon la direction de Pôle emploi, cette expérimentation n'a pas été mise en place dans un but de sanction, mais pour remobiliser les chômeurs découragés. Reportage à Toulon de Nathalie Ramirez et Patrick Kurt. Boulevard Lazare Carnot, cette agence est l'un des 2 bureaux contrôlés à Toulon. Ici, selon un document interne révélé dans le journal Les Échos, 20%, soit un chômeur sur 5, ne chercherait pas activement un travail. Un chiffre qui interpelle certains demandeurs d'emploi. Moi, je cherche activement. Après, les autres, j'en sais rien. Vous êtes peut-être tombé sur le mauvais cas, madame. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je cherche de partout. C'est à cause de mon âge et tout. C'est dur. S'ils vont à Pôle emploi, c'est pas pour se promener déjà. S'ils vont à Pôle emploi, c'est qu'ils vont pour chercher un travail. Catherine Arpin a 53 ans. Elle est au chômage depuis plusieurs mois, cumule les petits boulots, secrétariat, vente. Elle tente tout et n'hésite pas à déposer ici et là des CV. Peut-être que je fais des recherches personnelles d'emploi. Parce que moi, je vais à Pôle emploi tous les jours. Une recherche d'emploi à plein temps. La nuit, on prépare et puis on commence. Il y a l'ouverture de certains commerces à 6 h du matin, comme les boulangeries, tout ça, et puis jusqu'au soir. C'est un faux problème de dire qu'il y a des fraudeurs en France, qu'il y a des feignants en France et que les chômeurs et les demandeurs d'emploi sont des feignants. Ce n'est absolument pas vrai. Je pense que toute personne a envie de se retrouver un emploi, mais le marché de l'emploi est tel que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les syndicats de salariés de Pôle emploi critiquent cette méthode de contrôle qui pourrait être généralisée. Je pense que c'est un aveu de faiblesse de Pôle emploi. Parce que si on avait les moyens réellement d'accompagner nos demandeurs d'emploi, de les recevoir, de les conseiller, on connaîtrait tous nos demandeurs d'emploi. Et nous-mêmes serions en position de dire à nos demandeurs d'emploi, attention là, vous ne recherchez pas réellement un travail, vous ne le faites pas de manière optimum, il faudrait mieux faire de telle manière. Voilà. Contacter la direction de Pôle emploi dit ne pas vouloir créer la polémique et nous rappelle que sur les 20% concernés, seuls 6% ont été radiés. Quel étrange phénomène a bien pu se produire mercredi soir dans le jardin d'une résidence du Luc en Provence. Un trou de 20 mètres de diamètre s'est creusé en quelques minutes au pied des bâtiments. L'accès au logement est depuis strictement interdit. Les 26 habitants ont dû être relogés. Les experts diligentés sur place s'intéressent de près à l'ancienne mine de gypse située juste en dessous. Francis Mallory, Alexandre Desquittes. Évacués en urgence, les habitants de cette résidence reviennent petit à petit rassembler quelques affaires. Un déménagement improvisé pour vider leur appartement après ce spectaculaire affaissement de terrain. Ça s'est fait, je pense, dans quelques secondes. Je pense que le trou est tombé d'un bloc. Mais au départ, c'était un petit trou, quoi. Je veux dire, c'était un trou d'une dizaine de mètres carrés. D'après les experts, le trou continue de grandir et les nouvelles fissures qui apparaissent fragilisent dangereusement l'immeuble. Toute cette zone-là risque fort probablement de tomber. L'immeuble, il peut être suspendu à un moment donné. Mais effectivement, s'il s'avère que tout le tout venant, le bâtiment est posé sur ce tout venant, on n'est pas à l'abri que ça part aussi dans cette cavité et que le bâtiment vienne à basculer. Le bâtiment a été construit dans les années 70 sur une ancienne carrière de gypse. Avec le temps et les fortes pluies tombées dernièrement, les galeries se seraient érodées. Fragilisées, certaines d'entre elles se seraient effondrées. On ne sait pas dans l'heure vous dire si ça va se stabiliser ou si ça va se poursuivre. En tous les cas, l'expert conclut à un effondrement actif, donc un processus en cours et qui peut se poursuivre, sachant qu'il y a des galeries qui passent sous les immeubles. Le maire a pris un arrêté de péril imminent. Les pluies attendues dans les jours prochains augmentent les risques d'effondrement. Une angoisse supplémentaire pour les résidents. Ça s'est agrandi mais régulièrement. On a peur par contre que s'il y a des grosses pluies, que ça s'emballe. 26 personnes ont été évacuées, 5 familles ont pu être hébergées par des proches, les autres ont été prises en charge par les services sociaux de la mairie. On le sait depuis longtemps, en France, les liens se créent bien mieux autour d'une bonne assiette. Cette vieille recette est remise au goût du jour à Grasse avec les premières journées Courbouillon. Elles sont organisées aujourd'hui et demain par le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Le but est simple, remettre l'alimentation au cœur du lien social. Bernard Persia, Jean-Paul Bierlein.
Et si l'alimentation redevenait source d'inspiration et de lien? C'est la question et le thème posé par ces premières journées Courbouillon. Il ne s'agit pas d'un événement sur le culinaire, mais plutôt sur les nouvelles manières de vivre, d'échanger, de créer grâce à la nourriture. L'alimentation, c'est vraiment un lien social, et je dirais même de fédérateur, quoi, parce qu'on peut échanger des recettes, ou on peut dire, moi, je sais pas, ma femme, elle fait tel plat, il faut que je te le fasse goûter, et autres. Et tout ça permet après d'aller plus loin. Aller plus loin et commencer plus tôt pour qu'on comprenne dès le plus jeune âge le sens de l'alimentation, véritable héritage culturel. Chacun avait des grands-parents qui leur apprenaient des plats et la cuisine c'est important pour la vie, c'est une source de partage. C'est-à-dire qu'on partage des choses avec nos grands-parents et quand ils sont morts après c'est ça qui nous reste. Qui c'est qui t'a appris à cuisiner? Ma tante elle m'a appris à faire le caramel beurre salé. Quel est le plat que tu fais le mieux? Le mieux, le tiramisu. Et après je sais faire les pâtes à la bolognaise et les lasagnes. Manger comme un art de vivre transgénérationnel, un vrai concept autour duquel chacun se retrouve. Ils ne font pas que des jeux vidéo, attention. Hein. Ils sont très conscients, je crois, au niveau de l'écologie, de leur acte d'achat qui vont décider d'une société future, parce que l'air de rien, à 10-11 ans, ça mouline. Hein. Et ça va mouliner jusqu'à demain à travers de nombreuses conférences, des ateliers olfactifs et sensoriels ou encore diverses animations, dont un déjeuner surprise préparé par Jacques Chibois, chef renommé du Pays de Grasse. Nous sommes vendredi, les 19h11, l'heure de notre rubrique de veille de week-end. Et si on sortait? Bonsoir Véronique, et si on sortait à Saint-Jean-Cap-Ferrat ce week-end? Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous. Surtout si vous aimez l'actualité croquée par des crayons acérés, parfois féroces, souvent acides, mais toujours plein d'humour. Effectivement, rendez-vous tout ce week-end à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour le festival Trait d'humour, le festival des dessinateurs de presse professionnels et des caricaturistes. Il y aura des expositions, des concours, des conférences, des dédicaces, des shows en direct. Ce sera en différents lieux de Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme le Théâtre sur la Mer, la médiathèque ou l'espace Neptune. Avant de vous y rendre, je vous propose d'écouter l'un des dessinateurs de presse invités. Jean-Michel Renaud nous explique combien il faut défendre le genre caricature et dessin de presse qui, dit-il, est très menacé en ce moment par le politiquement correct. On l'écoute. C'est bien qu'on rappelle un peu qu'on a une pertinence qui est importante, puisqu'on est là pour critiquer, certes, mais pas forcément de façon malveillante. On peut aussi épingler les travers du monde, les travers de nos élus, de la société. On est là pour ça aussi. C'est une grande vertu de notre démocratie, ça. On est un vecteur de démocratie pour les autres pays du monde aussi. Je ne parle pas, nous, les dessinateurs en France, mais les dessinateurs de presse en général. Et on mesure un peu le niveau de démocratie d'un pays par rapport à sa liberté d'expression. Je voudrais maintenant vous parler d'un événement qui commence ce soir et qui se poursuit jusqu'au 19 octobre. Je veux parler de Ciné Alma. Ce sont les rencontres cinématographiques 9e du nom qui se déroulent à Carrosse et qui cette année se parent des couleurs de la Méditerranée avec un coup de projecteur particulier sur le 7e art espagnol. 33 films seront projetés, 14 en avant-première, 7 inédits. Il y a des séances le matin, l'après-midi, le soir, souvent suivies de débats. Ça se passe à la salle Juliette Gréco, précisément, des séances à 2 €. Et c'est à Carrosse. Et c'est à Carrosse. D'autres idées qui vous ont plu ce week-end? Oui, alors pourquoi pas du flamenco? Ce sera samedi soir sur la scène du Théâtre Croisette à Cannes. Non pas du flamenco, mais le flamenco interprété par Riccio Molina. Cette danseuse est tellement prodige qu'on dit que Baryshnikov en personne a été tellement ému qu'il s'est agenouillé devant elle après l'avoir vue danser. Dimanche, toute autre chose, je vous propose d'aller à Saint-Paul-de-Vence pour y retrouver la compagnie Bâle, grande spécialiste des comédies jardinières. Cette fois, il s'agit du Vertige des fleurs. En extérieur, le spectateur se promène, il est emmené en musique de scène en scène par les comédiens qui vont donc leur parler du langage des fleurs, de leur parfum et aussi de leur goût. Merci Véronique. On verra ça ce week-end. Bonne soirée. Et on continue avec du spectacle également à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce week-end. Nous sommes en plein jumping international. 2 semaines de saut d'obstacles avec 200 cavaliers venus de toute l'Europe. 450 chevaux traités comme de véritables sportifs de haut niveau. Nous sommes allés le constater entre 2 épreuves. Jean-Christophe Routier, Frédéric Tissot. Au jumping de Cagnes-sur-Mer, la réglementation est stricte. Et tous doivent montrer patte blanche. Je regarde l'identification du cheval, je vérifie que la puce correspond au numéro qu'on a sur le passeport.
Ok, je vous laisse faire un aller-retour au trot. Le trot permet de vérifier que le cheval ne boite pas. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Le carnet de vaccination doit être à jour. La santé du cheval est au centre de toutes les préoccupations. Nous, on ne fait pas d'auscultation le jour de la visite vétérinaire, non. On vérifie que l'examen locomoteur, qu'il soit capable de se déplacer. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de boiterie et donc pas de souffrance en faisant ce genre d'épreuve. Le saut d'obstacle nécessite en effet une condition physique irréprochable. Côté vestiaire, tout est prévu. La douche bien sûr, le commencement de toute une série de soins. C'est tous les jours, c'est du matin au soir, c'est des sportifs de haut niveau, hein. C'est les masser, mettre les bandages, les pionter, les machins, les préparer pour les concours. Hein. Choyer, dorloter, rien n'est oublié. Ces compétiteurs venus de toute l'Europe ne se déplacent jamais sans leur doudou. Si ces sportifs de haut niveau sont ainsi bichonnés, c'est pour atteindre un seul objectif: remporter le concours de saut d'obstacle de Cagnes-sur-Mer qui se déroule jusqu'au 19 octobre prochain. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france3côte-d'azur.fr. Dans quelques instants, l'édition nationale. Bonne soirée, à demain. Sur le Gard, placé en vigilance rouge, les précipitations vont se réactiver dans la nuit entre Sommières et Uzès ainsi qu'à Nîmes. En milieu de nuit, le front finira par onduler sur notre région, donnant des pluies et des orages parfois forts qui perdureront jusqu'à demain matin en Provence. Plus on se décalera vers l'est et moins la situation sera agitée, même si le ciel est très nuageux. L'après-midi, une amélioration grâce au retour d'éclaircies, quelques ondées possibles, mais uniquement sur les Alpes. Un temps perturbé demeurant associé à de l'air doux. Au lever du jour, là où les pluies seront les plus sévères, autrement dit sur l'ouest Provence, 18 à 20 degrés. Certes, les maximales accuseront un léger repli, mais la douceur restera de mise avec 24 à 25 degrés. Toujours de la chaleur vers le sud de la Corse, 27 degrés au minimum. Après un dimanche partagé entre nuages et éclaircies, lundi, une nouvelle perturbation très active, donnant des orages assez forts, surtout à l'ouest. Mardi, une accalmie avant l'arrivée d'une dernière perturbation en soirée. Finissons la semaine avec Paul Valéry. Les uns sont assez bêtes pour s'aimer, les autres pour se haïr. Deux manières de se tromper. Belle soirée et beau week-end.